Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans l'univers sport Je suis Bingxian. 3 aventuriers ont entrepris une traversée de la zone inhabitée autour du lac Timpo sans nourriture, aide extérieure ni équipement moderne. Ils s'y sont soigneusement préparés. Notre journaliste a même dit qu'ils étaient armés jusqu'aux dents. Pourtant, ils ont eu bien des déboires. La réserve naturelle du lac Tingpo se situe à l'ouest des monts Zhangguancai dans la province du Heilongjiang. Le Tingpo est le plus grand lac de barrage de Chine. Ici, nos aventuriers doivent d'abord supporter un froid extrême. Monsieur Huang m'a dit que la température est maintenant de moins 35 degrés. Le soleil est déjà haut, il est presque 10 heures, mais il fait seulement moins 35. Je crois qu'il fera encore plus froid cette nuit. Je n'aurais jamais pensé aller dans un endroit si froid et intéressant. Ici, il y a de grands arbres que je n'avais jamais vus. Maintenant, je me demande surtout si je pourrais voir des écureuils et des pommes de pin. J'aimerais beaucoup voir un chevreuil. J'ai beau être du nord-est de la Chine, je n'ai jamais vu à quoi ressemble un chevreuil. Être dans le froid extrême, c'est une aventure stimulante. Tijan est étudiante à l'université d'architecture de Shenyang. C'est sa première expérience de survie en milieu sauvage. La réserve naturelle du lac Tingpo a toujours une grande surface de forêt vierge où l'écosystème est presque intact. La faune et la flore y sont riches et variées. J'ai trouvé des empreintes animales. Quel animal? Un chevreuil. Oui, des empreintes de pas de chevreuil. Le légendaire chevreuil Nigo. Viens voir. C'est aussi grand que ça? Oui. Ce sont bien des empreintes de chevreuil. On suit le même itinéraire que lui. Si on continue comme ça, on pourra le voir. Il court plus vite que toi. Ils reviennent tous après avoir eu peur, non? Ils ne sont pas si bêtes. Alors pourquoi on dit que les chevreuils sont nigauds? En chemin, on a vu beaucoup d'empreintes d'animaux, particulièrement de chevreuils. Mais c'est impossible d'en attraper pour l'instant. On verra plus tard quels sont les endroits où poser des pièges sur les itinéraires fréquemment empruntés par les chevreuils dans l'espoir d'une belle prise. La région du lac Tingpo doit sa topographie particulière à des éruptions volcaniques. Ciel, quel trou! C'est effrayant. Oui. C'est le résultat d'une éruption volcanique qui s'est produite il y a longtemps. C'était le cratère d'un volcan? Oui. Bien qu'il fasse plusieurs dizaines de degrés au-dessous de zéro, des ruisseaux coulent encore. Les locaux connaissent ce phénomène. Ce genre de terrain a une configuration complexe. Les randonneurs doivent s'en éloigner car les conséquences d'une chute dans l'eau glacée sont imprévisibles. Le moindre contact avec de l'eau peut entraîner une grande déperdition de chaleur. Heureusement, leurs vêtements sont imperméables. Faut pas tomber dans l'eau. Je peux voir le fond de l'eau, c'est rien. Attention. Faites de petits pas sur la glace, c'est pas grave. Ne te trompe pas. Sur la glace, la température ressentie est plus basse. Cela veut dire qu'il y fait plus froid qu'ailleurs. Comme ils sont sous pression et qu'ils dépensent plus d'énergie, ils doivent s'arrêter toutes les heures pour se reposer. Quand on fait de la survie en hiver, il y a une règle à respecter, allumer un feu avant de se reposer. Bien, c'est suffisant. C'est pour allumer le feu. Il faut encore un peu de bois et on pourra se chauffer. On dirait un pain. Le pain a de la résine. Celle-ci brûle plus longtemps. C'est trop dur. Il est vraiment très difficile de faire un feu dans un froid extrême. Il arrive même qu'on ne puisse pas allumer de l'essence avec un briquet. En été, l'écorce de bouleau est un bon allume-feu, mais en hiver, c'est une autre paire de manches. Ça prend.
Dans la forêt vierge du lac Tingpo pousse une espèce de mousse que les locaux appellent duvet de feu. Elle s'allume à la moindre étincelle. Outre le froid, les attaques d'animaux sauvages sont le plus grand danger. Selon nos informations, la panthère et l'ours noir sont les créatures les plus féroces de la réserve naturelle du lac Simpo. En réalité, ils attaquent rarement les humains et cherchent même à les éviter. Personne n'aurait imaginé que nos randonneurs tomberaient sur un sanglier. C'est une rencontre de tous les dangers. S'il se met à charger, rien n'arrête un sanglier sauf la mort. Nos aventuriers se retrouvent donc dans une situation des plus critiques. Un sanglier. Où ça? Doucement. Ne faites pas de bruit. Ne l'énerverons pas. Partons. Wang Tianhua a vu un sanglier au loin. Il ordonne tout de suite aux deux autres de rebrousser chemin en silence. Il ne veut surtout pas énerver l'animal. C'est la seule chose à faire. J'ai vu la silhouette d'un sanglier au loin. Du coup, je me suis immédiatement retourné pour leur dire de ne pas faire de bruit. Wang Xingmin n'a pas compris de quoi il s'agissait. Il est sorti un couteau pour le tuer. Je lui ai défendu de le faire parce que le sanglier est très féroce en pleine nature. On peut dire qu'il est plus dangereux que le tigre et l'ours dans la forêt vierge. Une attaque de sanglier est extrêmement dangereuse. En fait, je n'ai pas trouvé de meilleure façon pour éviter une attaque. Ok, c'est bon. On a marché presque 10 minutes. Je pense qu'on est sorti de son territoire. C'était quoi? Un sanglier, t'as pas vu? Non, je suis myope. Mais quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi on tombe sur un sanglier? Vous m'aviez dit que ce serait sans danger. On le croyait nous aussi, je ne m'attendais pas non plus à tomber sur un sanglier. T'aurais au moins pu me dire ce que c'était. J'ai vraiment eu peur, tu comprends? C'est fini. Dans la forêt vierge, c'est tout à fait normal de rencontrer des animaux sauvages. Encore heureux que tu ne l'aies pas vu. Plus près, ça aurait été dangereux. C'est la première chose que j'ai pensé, c'est que je reverrai plus ma famille, vous savez. Allez, c'est fini, c'est fini. Ne pleure pas, c'est rien. Je ne veux pas faire de scandale, mais j'ai tout le temps suivi sans savoir ce qui se passait. J'étais vraiment nerveuse et j'avais peur. À la fin, je ne savais plus sur quel pied danser et je n'avais plus de force. Quand on s'est enfin arrêté, j'ai craqué. Ma famille me manque. Je veux rentrer à la maison. Comment on va faire si on ne peut pas rentrer? Je me suis dit qu'elle faisait une sorte de crise de nerfs. Si elle se mettait dans cet état, on ne pourrait pas s'en sortir. J'ai dû lui crier dessus. J'ai hurlé plus fort qu'elle. Je voulais qu'elle se ressaisisse et l'obliger à reprendre la route. En fait, je n'aime pas faire ça. Cette rencontre avec un sanglier, c'était vraiment imprévu. Quand on fait de la survie en milieu sauvage, la volonté, le courage et la confiance en soi sont des qualités essentielles. Parfois, c'est plus important que les conditions physiques et les compétences techniques. Il faut une volonté et une confiance en soi inébranlables. Après, j'ai tenté de lui remonter le moral et de l'encourager. Je lui ai promis de faire de mon mieux pour éviter les dangers. Tout est bien qui finit bien. Parlons maintenant d'un sujet plus léger. Un phénomène très étrange se produit dans la réserve du lac Timpo, où les faisans semblent se précipiter directement dans vos marmites. Si le manteau neigeux est épais et recouvre toute source de nourriture, les faisans affamés vont dans les cuisines des villages à la recherche de grains de riz. Si les faisans peinent à se nourrir dans la forêt vierge en hiver, pour les hommes, c'est encore plus dur. Il est plein de pommes de pin. C'est quelle espèce de pain? Il est grand.
Quel grand arbre! Oui. Cherchons des pignons. Je n'en trouve pas. Il en reste une à moitié mangée par je ne sais quoi. Un écureuil? Peut-être. Il a peut-être arraché cette pomme de pin et l'a jetée par terre après avoir mangé les pignons. Il ne reste rien. Oui, c'est vide. C'est un grand arbre. Oui. Allons-y. En hiver, les sports de plein air nécessitent une grande dépense d'énergie. Les randonneurs doivent mettre à contribution tout ce qui permet de reprendre des forces. Attendez. Ça se mange, ça. Ce sont des cynorhodons de rosier sauvage. Dijane, goûte un peu. Ça se mange? Oui, goûte. C'est riche en vitamine C. C'est comme du kaki séché. On a marché plus de la moitié de la journée. L'environnement est plus hostile qu'on imaginait. Normalement, à cette latitude, on peut trouver de quoi manger comme des amandes, des pignons de pin ou des champignons. Mais pas en cette saison. En hiver, tout cela est couvert de neige. On ne trouve rien à manger. Heureusement, on a trouvé ces quelques cynorhodons. Les locaux l'appellent fruit de rosier sauvage. Ça peut se manger et c'est riche en vitamine C. Au moins ces fruits sauvages pourront nous fournir un peu d'énergie et atténuer notre faim. On a trouvé quelques cynorhodons. J'ai trouvé ça très bon, mais ce n'est pas suffisant pour répondre à nos besoins énergétiques. Il fait vraiment très froid. Quoi qu'il en soit, je trouve ça difficile cette fois-ci. Ces quelques cynorhodons sont leur seule récolte. Il y a beaucoup d'empreintes de chevreuil, de lièvre et de faisan. Elles sont encore fraîches, mais je pense qu'on n'a pas le temps de tendre un piège et d'attendre. De toute façon, la majorité décide et M. Huang veut aussi continuer à avancer. La réserve naturelle du lac Tingpo se trouve au-delà du 40e parallèle nord. L'hiver, la nuit tombe à 16 heures. Ils doivent trouver un abri avant de se retrouver dans l'obscurité. La réserve doit sa topographie particulière à des éruptions volcaniques, et on y trouve de nombreuses grottes pouvant servir d'abri naturel. On dirait des cristaux. En fait, c'est de la glace. Oui. Au contact de la paroi froide, la vapeur d'eau gèle. Regardez, des stalactites de glace. C'est joli. On dirait une coupe. Il y en a encore beaucoup d'autres. Bien. On va passer la nuit ici. Mais d'abord, on doit allumer un feu. J'ai peur d'avoir froid cette nuit. C'est pour ça qu'il faut un feu. Il fait encore plus froid dehors. La grotte les protège du vent et du froid. La roche réfléchit la chaleur émise par le feu et forme un cercle de protection. Par ailleurs, le feu permet de se prémunir des attaques d'animaux sauvages. Les grottes sont des abris naturels. Elles permettent une économie de temps et d'énergie par rapport aux trous à neige à creuser ou aux cabanes à construire. Ainsi s'achève leur première journée. Le lendemain matin, ils ont la chance de faire une belle trouvaille. On dirait quelque chose comme un champignon. Oui, mais il n'est pas comestible, il doit être sec. Où ça? Là-bas, mais il doit être sec. Non, regardez, il est très bien. Ce truc? C'est gros. Il est sec, non? C'est plus la saison. C'est une barbe de satyre, un champignon rare. Il y en a un autre en haut. Cueillons tout. C'est sec, non? Ça se mange? Oui, oui, ça se mange. Ça se cuit à l'eau? Oui. L'Ericium erinaceus est communément appelé barbe de satyre. Il doit être l'un des champignons les plus rares des forêts vierges du nord-est. C'est une spécialité de cette région de la Chine.
Au début, je n'en étais pas sûr, parce que c'est une espèce extrêmement rare de champignons. Même ici, on en trouve difficilement. J'ai pu le confirmer en le regardant, lui, ainsi que l'arbre. Ce champignon pousse sur un chêne, et la barbe de satyre ne pousse que sur des chênes. Je peux donc affirmer qu'il s'agit bien de barbe de satyre. La réserve naturelle du lac Tingpo a une flore et une faune très riche. Elle est notamment l'habitat de la zibline et du ginseng sauvage, des espèces protégées de première catégorie en Chine. En chemin, il découvre un arbre aux propriétés incroyables. C'est un arbre incroyable. Il s'appelle Syringa reticulata. Son bois a la particularité de garder la fraîcheur. Vous connaissez le Dalbergia odorifera? C'est une espèce très rare en Chine. Oui, je sais. Cet arbre est semblable. Les locaux utilisent son bois pour faire des garde-manger ou des pots à thé. En fait, son bois permet de garder la viande fraîche pendant toute une semaine. En été? Oui, c'est une propriété incroyable. Comme ça, les locaux n'ont pas besoin de réfrigérateur. Son bois est très dense et ne laisse pas passer l'air. Il a la particularité d'être très frais. C'est incroyable. J'ai vu une fois un pot à thé qui gardait au frais ce qu'il contenait. Je pense qu'il était en bois de Dalbergia odorifera. Du fait de ses propriétés recherchées, cette essence d'arbre est menacée de disparition. Quand on fait de la survie en milieu sauvage, il y a une règle à respecter, ne pas porter préjudice à l'environnement. Même pour subvenir à leurs besoins, les randonneurs ne sont pas censés chasser les grands animaux sauvages, surtout ceux appartenant aux espèces protégées. C'est sûrement un piège tendu par un chasseur du coin. Moi qui voulais voir un lièvre vivant, Je ne sais pas depuis combien de temps il est mort. On dirait du braconnage, non? Oui. Regardez ce piège. Ah, du fil métallique. On peut l'emporter, c'est pas du vol. Il est mort depuis longtemps? Oui. Ça se mange? Bien sûr, c'est délicieux. Peu importe quand il est mort, il fait tellement froid. Normalement, il faut enlever la peau et sortir les viscères. Mais il est congelé. On ne peut pas enlever la peau. Non. Alors on va d'abord le chauffer au feu. S'il sera molli, on pourra enlever la peau. Sinon, on le mangera en tranches. Les viscères sont encore durs. Oui, le but, c'est de les lui retirer, puis de le retirer. Manger un lièvre congelé, c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Wang Tianhua utilise successivement 5 façons différentes pour rôtir l'animal. Quand on fait de la survie en milieu sauvage, on est sans cesse amené à s'adapter et à faire des choix. Il faut enlever la partie carbonisée, après on pourra manger de la viande. on peut manger? Goûte. Vous d'abord. Si on commence, tu n'auras plus rien. Goûte d'abord et dis-moi ce que tu en penses. La surface est cuite, mais l'intérieur est encore rouge, regarde. Coupez-le en tranches. On partage? C'est bon. Diane, prends une tranche. C'est délicieux. Je les voyais manger de bon cœur. À ce moment-là, mon ventre s'est mis à gargouiller. Et puis j'ai senti une odeur agréable. Donc j'en ai pris une tranche. En fait, je ne voulais pas en manger, mais j'ai quand même goûté. Et j'ai trouvé ça bon. Ça nous a pris 1 heure pour préparer ce lièvre. En fait, je crois qu'on a perdu un peu de temps ici. Le ciel commence déjà à s'assombrir. On doit trouver un abri maintenant, sinon on ne pourra pas supporter le froid dehors, même autour d'un feu.
Le temps leur manque pour construire un abri convenable. Ils n'ont d'autre choix que de chercher un endroit protégé du vent pour passer la nuit. Quand on bivouaque en hiver, il est important de trouver un isolant thermique et de l'étendre sur le sol. Cela permet d'éviter les déperditions de chaleur corporelle. Et on va répartir les tâches. Ils ventent. Oui, on va chercher du bois sec pour allumer un feu ici. Ici? Oui. Autre point essentiel quand on fait de la survie en milieu sauvage, ne pas manger de neige. Faire fondre la neige avec la chaleur de son corps, cela représente une importante perte d'énergie. Pour faire fondre la neige, il y a une petite astuce. Faire d'abord fondre un peu de neige au feu, puis ajouter petit à petit le reste dans l'eau. Cela prend beaucoup de temps si l'on veut tout faire fondre d'un coup. Est-ce que je peux y jeter les champignons? Oui. On les cuit à l'eau? Oui. On fait une soupe? Il ne faut pas attendre l'ébullition? Peu importe, c'est pareil. Après 2 jours de randonnée, ils sont descendus d'au moins 1000 mètres. La température monte, tandis qu'ils marchent le long des cours d'eau, ils sont assurés de trouver le lac Tsimpo. Ce dernier est un site touristique de niveau 5A. Leur chance de succès ne fait alors plus aucun doute. Cependant, un accident se produit au dernier moment. Le 3e jour, il fait très beau. Il fait plus doux, il n'y a pas de vent. Tout semble aller pour le mieux. S'ils arrivent à traverser cette gorge de 30 mètres de large, ils auront fait le plus dur. On a marché le long de cette rivière depuis déjà longtemps sans avoir trouvé d'endroit pour la traverser. On pourrait descendre, mais comment remonter? Aucun problème pour descendre, on a des cordes. Oui, mais on peut utiliser un nœud italien comme l'autre fois. Mais on ne pourra pas remonter la paroi en face. On ne peut pas descendre? Je vais faire un pont de cordes. Je descends en premier. Je vais faire un pont de cordes qui vous permettra de traverser. Répartissons les tâches. Xingmin coupe cette corde en plusieurs sections. Je te montre la longueur qu'il faut. Regarde. Voilà. Huang Tianhua veut faire un pont de corde qui permettra aux 2 autres de traverser la gorge. D'abord, il doit faire un dispositif de sécurité pour ses 2 coéquipiers. Un mousqueton, et voilà. Maintenant, on ne dispose que d'équipements rudimentaires. J'ai fait une ceinture de sécurité avec une corde et un mousqueton. Tout à l'heure, j'irai d'abord accrocher les cordes de l'autre côté. Je vous montre d'abord la marche à suivre pour traverser. Quand le pont de corde sera construit, je ne serai plus là. Je vais vous dire comment faire. Quand le pont de corde sera fait, vous devrez attacher ce mousqueton sur la corde. La corde devra être tendue. Lentement, vous pourrez avancer en vous aidant de la corde. Arrivé au bord de la paroi rocheuse, pesez sur la corde de tout votre poids. Lâchez un peu prise. Vous glisserez naturellement. Glissez tant que vous pourrez. Si vous vous arrêtez, mettez les mains derrière la tête et continuez en faisant comme ça. Le nœud italien est un procédé qui utilise la résistance au glissement et permet donc le contrôle de la vitesse de descente. Il suffit de tendre la corde pour stopper la descente. C'est une méthode sûre. Je descends d'abord. D'accord. Soyez prudent. Hein. Toi aussi. Je suis arrivé en bas. Comme ils n'ont pas d'équipement d'alpinisme spécialisé, Huang Tianhua n'a d'autre choix que d'escalader à main nue la paroi haute de 10 mètres. Celle-ci est couverte d'un épais manteau de neige et de roches volcaniques qui risquent de se détacher. L'ascension est particulièrement périlleuse. Sans le savoir, il s'approche du danger.
Huang Tianhua fait une chute. Est-ce grave? Impossible de le dire. Personne ne sait sur quoi il est tombé. Si c'est sur la pointe d'une branche ou une pierre saillante, sa vie est peut-être en danger. Dans l'équipe, c'est la stupeur. Heureusement, il ne s'est pas blessé. Sinon, cela aurait été extrêmement préoccupant parce qu'il est tombé au fond de la gorge et que nous sommes en haut. On n'aurait pas pu l'aider car pour nous, c'est impossible de descendre la falaise. D'abord, j'ai essayé de faire bouger la pierre pour tester sa stabilité. Ça m'a semblé bon. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se détache quand j'ai pesé de tout mon poids dessus. Et je suis tombé. À cet instant, j'ai eu vraiment peur, parce que ce genre d'accident est très dangereux dans une forêt vierge. Heureusement, le rocher n'était pas très haut. Je suis tombé dans la neige sur mon sac à dos. J'ai encore un peu mal à la poitrine quand je respire, et sur le coup, je n'ai pas pu dire un mot pendant plusieurs secondes. Je pense que je suis légèrement blessé. Heureusement, je n'ai pas de fracture. Ça ne trave pas mes mouvements. Huang Tianhua est tombé d'une hauteur de plus de 4 mètres. Heureusement, un drame a été évité et il peut continuer. Reste à savoir si l'équipe s'en sortira avec un blessé. Une seule solution s'offre à eux, suivre la vallée pour arriver au lac Timpo et y chercher des secours. À force de suivre la vallée, ils arrivent enfin au lac Tingpo à la fin de la journée. Le vent se lève et la température dégringole. Tijan est à bout de force. C'est alors que le lac leur fait une surprise. Il y a quelque chose là-bas. On dirait un cortège de véhicules. Chacun a un drapeau. Sortez vos gamelles. On va les utiliser pour réfléchir la lumière et attirer leur attention. Oui, c'est bien un cortège de véhicules. Ils ont tous un drapeau. Ça devrait faire l'affaire, non? Utilisons aussi nos sifflets de secours. Faites 3 sifflements courts suivis de 3 longs. Ensuite, attendez 1 minute avant de recommencer. En pleine nature, il est très difficile d'évaluer la propagation du son parce que celle-ci est aléatoire. Si possible, utilisez des objets lumineux réfléchissant la lumière pour attirer l'attention d'autrui. J'ai vu de la lumière, quelque chose qui brillait, alors je me suis demandé ce que c'était, et puis après j'ai compris, alors on est venu. Et puis en fait c'était eux, hein, ils étaient là, et heureusement qu'on était dans le coin.